Bonjour et tout d'abord merci à Karim et merci Pascal pour cette invitation qui me fait grand plaisir. Je vais déjà dire que c'est pour moi, je parle tout le temps, je parle beaucoup, mais c'est une première, c'est la première fois que je présente en français. Donc je vous remercie d'avance pour votre tolérance et votre patience. On commence. Alors ces dernières années, notre relation à la réalité a connu une transformation subtile mais profonde. Notre perception du temps, de l'espace et des valeurs, autrefois ancrée dans la présence physique et la continuité matérielle, est de plus en plus médiatisée, abstraite et à bien des égards déstabilisée. Ce changement n'est pas simplement technologique. Il reflète une réorientation culturelle plus profonde où l'intelligence artificielle et les environnements virtuels remodèlent notre façon de percevoir et d'habiter le monde. Le temps est désormais fragmenté, ne se déroulant plus selon les rythmes dictés par la nature ou les routines corporelles. Les plateformes numériques, avec leurs notifications constantes, compriment l'expérience en un présent continu, modelé moins par la durée que par la notification, la planification automatisée et les algorithmes prédictifs. Cela impose une urgence artificielle, répondant non au tempo vécu, mais à l'optimisation guidée par les données. L'IA accélère davantage ce phénomène. Idées, textes, vidéos, images sont produits instantanément, court-circuitant réflexion et artisanat. Il n'y a plus de temps pour la lenteur, seulement pour le rendement. L'espace devient tout aussi abstrait. Nos expériences sont façonnées moins par la spécificité physique et culturelle des lieux et davantage par des environnements virtuels déconnectés de la géographie. La notion architecturale de site, autrefois enracinée dans le matériau, le climat et le contexte social, se trouve remplacée par des approximations visuelles où le toucher, le son et l'échelle disparaissent. La présence est simulée, la localisation devient progressivement non pertinente. Les systèmes de valeurs subissent des changements radicaux. Les monnaies traditionnelles sont défiées par des constructions numériques comme le Bitcoin. Le travail créatif est déstabilisé par le contenu généré par l'IA, avec une paternité incertaine. Propositions de design, images, paragraphes, produits avec un minimum d'intervention, de friction et d'engagement. Pourtant, parallèlement à cette dérive vers l'abstraction, un contre-mouvement prend place. Un regain d'intérêt pour la matérialité, pour le tactile, le situé et le sensoriel. Cette résurgence se manifeste dans des pratiques architecturales. Ça a sauté, désolé. Cette résurgence se manifeste dans des pratiques architecturales qui privilègent les matériaux locaux et la qualité haptique, exigeant présence physique et connaissance corporelle accumulée. Contrairement au monde instantané de l'IA, l'intelligence matérielle réside dans ce qui est lent, contextuel et ressenti, émergeant à travers les processus de fabrication, retour à la résistance et transformation. Excusez-moi, un petit souci. Ah, voilà. Pardon. Cette conscience matérielle renouvelée est en aucun cas une simple nostalgie ou une vision romantique de l'artisanat. Elle répond plutôt aux conditions environnementales, culturelles, technologiques de notre époque. Il ne s'agit pas de revenir à un monde perdu de travail manuel, mais de reconnaître des formes de connaissances qui émergent à l'engagement direct avec les matériaux. Non pas l'absence de technologie, mais la présence de rétroaction, où les concepteurs écoutent les matériaux autant qu'ils agissent sur eux. Ce réveil matériel représente un profond changement épistémologique et aligné avec les philosophies néo-matérialistes, aussi bien que les avancées en physique de la matière molle, de soft matter physics. Alors que la matière passe de passive à active, les bâtiments sont reconnus comme des systèmes matériels dynamiques avec leurs propres tendances. Textiles sous tension, composites biosourcés, auto-organisés, matériaux en changement de phase reflètent toute une vitalité matérielle où la matière participe à la conception plutôt que de simplement recevoir une forme prédéterminée.
Ce repositionnement de la matière aborde une tension ancienne qui définit la culture occidentale depuis toujours. Aristote, lui, concevait les objets physiques comme composés de deux principes fondamentaux. La matière comme substrat inerte et la forme comme principe organisateur donnant à la matière son identité. Dans son modèle hylomorphique, le sculpteur actif confère du sens au bronze passif, imposant l'idée abstraite à la substance qui est, elle, réceptive. La forme détient une primauté absolue, le concepteur étant l'agent actif, transformant la matière indéterminée en objet spécifique. Nous, architectes, avons hérité de cette vision de la Renaissance jusqu'au modernisme, illustrée par le concept de lineamento d'Alberti, la conception existant dans l'esprit de l'architecte avant toute construction matérielle. La forme idéale précède la manifestation matérielle, la façonnant en lui conférant sens et fonction. Elle existe comme conception mathématique et géométrique, indépendante des contraintes matérielles, l'essence même de l'architecture, où la conception intellectuelle gouverne l'implémentation matérielle. Le modèle hylomorphique, où la forme est imposée à la matière passive, trouve une expression puissante dans l'architecture moderniste. La déclaration de Le Corbusier, selon laquelle l'architecture est le jeu magistral, correct et magnifique des masses réunies dans la lumière, illustre ce privilège accordé à la forme abstraite sur la substance matérielle. Le panthéon moderniste, Corbusier, Mies, Gropius, se présentaient comme donneurs de forme. Leurs bâtiments apparaissaient comme des cristallisations d'idées pures, plutôt que de négociations avec la matière. Pourtant, paradoxalement, la matérialité s'affirme avec force dans leurs œuvres les plus emblématiques. Le pavillon de Barcelone de Mies van der Rohe, malgré sa pureté géométrique, tire sa puissance de la présence sensuelle du travertin, de l'onyx, du marbre vert, dont les veinures et les réflectivités créent une atmosphère qu'aucun dessin pourrait prédire. La chapelle de Ronchamp ou l'unité d'habitation de Corbusier, captive par la rugosité tactile du béton brut, dont la profondeur texturale et les variations d'ombre confèrent du bâtiment sa résonance émotionnelle primordiale. Les espaces spirituels de Louis Kahn émergent de ce qu'il appelait « consulter la brique, lui demander ce qu'elle voudrait être ». Ces dimensions sensorielles révèlent que même si la rhétorique moderniste a adopté l'abstraction formelle, ses plus grandes œuvres réussissent précisément là où la présence matérielle traverse la forme idéalisée. Le positionnement stratégique des matériaux révèle une présence puissante qui transcende la simple construction pour devenir un acteur substantiel de l'expérience architecturale. L'impact le plus profond de l'architecture émerge non pas de l'idéation abstraite seule, mais de la rencontre incarnée entre la perception et la substance tangible. Je voudrais proposer donc une lecture nuancée qui ne positionne pas les approches néo-matérialistes comme des contradictions ex nihilo au modernisme, mais retrace plutôt une transformation graduelle du statut conceptuel de la matière, un continuum évolutif de l'engagement matériel en architecture. La présence matérielle moderniste constitue une première étape évoluant vers une essence matérielle, où le caractère du matériau devient inséparable de l'identité architecturale. Travailler avec, plutôt contre les propriétés et les tendances inhérentes du matériau, sous-tend l'approche de l'élégance matérielle, favorisant l'auto-organisation. Marquant encore une étape, les approches contemporaines se sont développées vers des explorations de l'agence matérielle, où l'architecture devient un dialogue collaboratif entre l'intention humaine et le comportement matériel, une évolution sophistiquée plutôt qu'une rupture révolutionnaire avec l'histoire architecturale. Comme critique de la monumentalité moderniste, des architectes contemporains comme Kengo Kuma ou Shigeru Ban suggèrent un retour à la sensibilité matérielle. Comme Scarpa ou Alta bien avant eux, ils élaborent une architecture où le caractère du matériau forme le noyau conceptuel et expérientiel du design. Pour Kuma, les matériaux comme le bambou, le bois, la pierre et le papier ne sont pas simplement des éléments de construction, mais l'essence fondamentale de l'expression architecturale. La philosophie de l'architecture faible, the weak architecture, de Kuma, met délibérément au premier plan les qualités matérielles plutôt que d'imposer des formes monumentales.
Il permet aux matériaux traditionnels de générer des expériences spatiales par la répétition, la stratification et le filtrage. Le matériau n'est pas subordonné à la forme, mais génère lui-même l'identité architecturale. Il s'oppose délibérément à ce qu'il appelle l'architecture forte, les structures imposantes, caractéristiques du modernisme, donc, préconisant plutôt une architecture humble et intégrée à son environnement. Il place l'honnêteté matérielle au centre de ses efforts, soulignant les qualités tactiles et la signification culturelle. Son approche crée des expériences multisensorielles qui embrassent l'impermanence des matériaux. De même, le travail de Shigeru Ban avec des tubes en papier, du carton et du bambou révèle une approche où les propriétés matérielles dictent les solutions architecturales. Son église en papier, sa cathédrale en carton montrent comment les qualités inhérentes de ces matériaux deviennent l'essence même de l'architecture. Ce sont des œuvres d'essence matérielle où le matériau devient la source première de la signification architecturale. Passons à l'élégance matérielle. Ceci est un concept introduit par le philosophe Manuel de Landa, représentant une réconceptualisation fondamentale du design qui reconnaît les propriétés et tendances inhérentes des matériaux eux-mêmes. Elle célèbre la beauté, l'efficacité qui émergent lorsque les matériaux expriment leurs tendances intrinsèques à l'auto-organisation sous l'effet des forces et des flux. S'appuyant sur les théories de Robert Hooke du XVIIe siècle et après les innovations de Gaudi, des figures comme Frei Otto et Heinz Isler ont établi la recherche de forme, form finding, comme approche de conception aussi bien structurelle qu'architecturale. Travaillant avec des modèles physiques, ils ont étudié l'interdépendance entre forme, force et masse, explorant des territoires morphologiques inspirés par les structures naturelles et les principes d'auto-organisation matérielle. Le travail expérimental d'Otto avec des films de savon a révélé des géométries de surface minimale où les membranes tendues distribuent naturellement les forces avec une précision mathématique. Ces modèles de fil de laine démontrent comment les matériaux sous tension s'auto-organisent en réseaux structurels optimaux. De même, les modèles de tissu inversé de Heinz Isler, où le tissu imbibé de plâtre était suspendu sous l'effet de gravité avant de durcir, ils ont traduit que le comportement caténaire naturel du tissu en coque de béton d'une finesse remarquable. D'ailleurs, on peut voir ici ces recherches incessantes des modèles à répétition en quête d'optimisation de forme et de matière pour trouver le projet de béton, les coques de béton de Heimberg. Ces techniques n'imposent pas la forme, mais créent des conditions pour l'auto-organisation matérielle. Ces architectes fonctionnent comme facilitateurs plutôt qu'imposeurs, travaillant avec les tendances matérielles, permettant aux matériaux de s'exprimer à travers le comportement naturel pour atteindre des formes à la fois fonctionnellement optimales et esthétiquement convaincantes. Ce schéma d'Isler suit l'évolution de ces structures en béton et leur déformation au fil du temps en fonction de la méthode d'obtention de la forme. On peut apercevoir que, par ici, les hanging forms, les coques en béton qui ont été formées par form finding, par les structures suspendues, sont celles qui ont été les plus efficaces et qui ont eu moins de fléchissement au cours du temps. Et on passe à la Material Agency, l'agence matérielle, qui fait progresser notre compréhension de la matière comme participant actif dans la conception. Alors que l'élégance matérielle révèle comment les tendances inhérentes génèrent des formes sous l'effet de forces externes, l'agence matérielle reconnaît les matériaux comme des co-créateurs autonomes avec leur propre capacité d'agir, de répondre et de se transformer. Cette perspective s'aligne avec les changements de paradigme en physique de soft matter, comme on a dit avant, où la matière n'est plus considérée comme statique et passive, mais que des systèmes dynamiques et auto-organisés existant au seuil entre ordre et chaos. Les scientifiques aujourd'hui abordent les matériaux comme des assemblages complexes, capables d'adaptation, de traitement d'informations et de comportements émergents. Cette frontière passionnante a inspiré les designers à expérimenter avec des matériaux qui semblent presque vivants dans leur réactivité, catalysant un changement radical de paradigme dans notre façon de traiter les matériaux. Un matériau de construction comme le mycélium qui pousse et grandit pour former un élément structurel.
une enveloppe de bâtiment qui s'adapte aux conditions météorologiques, changeant de forme en réponse aux variations de lumière et d'humidité. D'autres matériaux qui convertissent les énergies comme une unité de production. Des métaux qui ont une mémoire de forme, ou encore un béton qui s'autocicatrise comme une peau humaine, comblant ses fissures grâce à l'auto-activation des bactéries dans la matière elle-même. Des amas désordonnés de nanotubes de carbone qui s'organisent spontanément en fils conducteurs sous l'effet d'un champ électrique. Et une surface plane qui prend sa forme complexe en 3D d'elle-même par un simple changement thermique. Tout cela sont des types de concepts qui constituent le changement radical de paradigme que nous vivons. Dans la phase d'agence matérielle, nous, designers, n'opérons plus indépendamment par instruction, mais collaborons et échangeons des informations avec des agents qui participent, s'adaptent et parfois nous surprennent par leur comportement. Dans ce voyage entre forme et matière, alors que la tâche première de l'architecte est d'organiser la matière dans l'espace et de lui donner forme, bien sûr, je me trouve particulièrement fascinée par les matériaux autoformants, self-shaping materials, qui se transforment d'eux-mêmes en réponse de déclencheurs environnementaux. Cette fascination naît précisément du contraste saisissant qu'ils offrent avec notre pratique habituelle de donneur de forme. C'est le sujet de mes recherches ces dernières années, une collaboration très fructueuse avec le physicien Eran Sharon et architecte moi-même. Et j'aimerais donc partager avec vous l'émerveillement que moi je ressens chaque fois que je vois une pièce plate de matière qui prend forme, instantanément, prend sa forme en 3D. Car je sens que ce processus, c'est la vraie incarnation ou l'expression ultime de l'agence matérielle. Cette fascination vient aussi du fait qu'elle contraste si fortement avec la façon dont nous, architectes, designers, humains, façonnons tout ce qui nous entoure. L'élégance d'une fleur qui s'épanouit, sa temporalité, sa réactivité, se dresse devant nous comme un miroir peu flatteur de la quantité de force, d'énergie et de gaspillage matériel impliqués dans nos processus de fabrication et de façonnage. Tout ce qui nous entoure, fabriqué par l'homme, a pris sa forme par l'application d'une force imposée, externe, extrême. La nature, par contre, fabrique élégamment ses formes complexes et résilientes. La nature est riche en mécanismes de changement de forme autonomes en fonction de variations de conditions environnementales comme l'humidité. Un exemple bien connu serait la pomme de pin, qui, une fois qu'elle est tombée et qu'elle sèche au soleil, s'ouvre automatiquement, s'ouvre d'une manière autonome. Et d'ailleurs, elle le fera toujours, même en étant un matériau soi-disant inerte ou mort. C'est-à-dire que des années après, si on le mouille et on le sèche encore une fois, on aura cette activation. Ce mécanisme, pareil, qui a déclenché la recherche donc, dans mon collègue Eran, cette cosse de graines qui, une fois qu'il sèche, s'ouvre de cette manière élégante. Et la question était non pas pourquoi elle s'ouvre, mais comment. Comment ça se fait? Pourquoi elle s'ouvre de cette manière-là? Comment ça se fait que ça s'ouvre dans des directions opposées et hélicales? Donc, depuis bientôt 20 ans, Eran a développé la théorie scientifique qui sert à comprendre et à décrire ce genre de phénomène. Comme pas mal de choses, c'est encore une fois Gauss qui se trouve à la source de ce formalisme, avec ce que lui-même a appelé théorème egregium, ou le théorème remarquable. Alors, ce principe, il lie intrinsèquement deux données de la surface, les distances sur la surface et la courbure de Gauss, qui, elle, définira sa forme. Autrement dit, tout changement local, je suis désolée, il y a un peu de géométrie là, mais ça va être rapide. Tout changement local de sa courbure va générer forcément un changement de distance. Inversement, si on ne change pas la distance sur une surface, on ne pourra pas changer de forme décrite par la courbure de Gauss. La valve de la cosse est un matériau composite. La membrane est composée de fibres et de matière molle, une matrice. Quand la valve sèche, la matrice se contracte, tandis que les fibres restent à leur dimension initiale. Chaque membrane est composée de 2 couches d'orientation perpendiculaire, et donc chaque couche de la membrane voudrait rétrécir dans une direction qui est perpendiculaire et opposée à l'autre couche. On a ici une incompatibilité géométrique,
Et cette incompatibilité qui va générer, une fois activée, en fait, la prise de forme. Les valves sont construites de manière symétrique mais opposée, et de cette façon, chaque membrane courbe dans une direction opposée. Nous tenons ici le principe de base de tout changement de forme. Il faut absolument avoir des différences. Pour qu'un processus d'autoformation se déclenche, deux conditions sont essentielles. D'abord, une surface non uniforme avec des caractéristiques variables, et ensuite, une bonne adhésion entre toutes les parties. C'est vrai pour une matière, c'est vrai pour une société. Cette variabilité peut se situer dans l'épaisseur ou bien dans le plan, comme on voit ici avec deux modèles naturels qui réagissent différemment. Mais dès qu'il y a une différence, la réaction au changement des conditions extérieures crée une nouvelle forme, la sortie ou l'émergence en dehors du plan. Suite à l'étude de l'ouverture de Lacoste, des principes géométriques ont été extraits, démontés à la suite par un système synthétique. La théorie s'appelle la Theory of Non-Euclidean Plates. Ici, on voit des bandes de gel, des nippes à gel qui en fait rétrécissent à la chaleur et ils sont construits de la même manière que Lacoste qu'on a vu avant. Et donc, une fois activé, ça va courber. Et suite au développement de ce formalisme, la théorie a été dispersée. Il y a de nombreux matériaux un peu partout dans le monde, dans différents labos, qui ont été développés, des systèmes synthétiques qui vont, eux, fonctionner de la même manière. Et c'est une communauté de self-shaping ou self-morphing material system qui est établie. On peut voir des fleurs de gel délicats qui changent de forme, ou bien encore un travail de feuilles de taille-vac qui est plaqué de couches fines de bois, soumises. Oups, pardon. Je ne pensais pas qu'il y avait du son. Bon, je ne sais pas, on va. Qui forment des structures merveilleuses et qui sont ici activées donc par la vapeur. Et c'est le moment de se demander, mais pourquoi pas en architecture? Déjà, nous architectes, ingénieurs, on a été élevés sur le principe d'élimination de toute contrainte interne. On aspire à des matériaux, on va dire, morts, stables, qui ne bougent pas, sans effort interne, qu'on ne peut pas forcément contrôler ou prédire. Dans cette vision, les efforts internes mènent à la déformation, voire à la catastrophe. C'est donc tout d'abord un changement d'esprit, de paradigme qui doit se produire, et c'est là et souvent le plus compliqué. Mais après, il faut des matières qui communiquent avec le monde du bâtiment, structurel, résistant, résilient, durable, donc non, on ne peut pas utiliser les gels qu'on a vus avant. C'est pour ça qu'on travaille, nous, principalement deux systèmes de matières, des matériaux composites, qu'on voit ici, et à base de fibres, et la céramique. Il fonctionne, il part du principe, deux principes différents, anisotropique et isotropique, des différences qui sont aussi bien dans l'épaisseur que dans le plan lui-même, et ça part d'un principe d'un coefficient de contraction qui est différent entre les deux entités qu'il y a dans la matière. Les deux systèmes réagissent à la condition interne qui est le changement de température. Alors on voit sur la gauche la céramique dans le four de céramique, ça se passe sur plusieurs heures, entre 900 et 1200 degrés, c'est assez long, mais on a une documentation assez rare en fait de ce qui se passe dans ce four de céramique. On voit la matière plate qui prend sa forme, et sur la droite, ce seraient les matériaux composites qui, eux, prennent leur forme à la sortie du four, quand ça refroidit. Et c'est très rapide. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est juste pour dire que la prochaine démarche, une fois qu'on a compris qu'on a un système qui fonctionne sur les mêmes principes, ça serait de valider ça avec la théorie scientifique qui a été établie auparavant. Et donc, le principe de frustrated composite, ça serait qu'on a deux couches de fibres qui sont unidirectional dans une direction et sont opposées perpendiculaires. Elles sont bien mises ensemble. Et une fois activées, chacune des couches voudrait former sa forme, son cylindre, donc une forme de sel qui devrait se produire. Or, ceci n'est pas possible pour différentes raisons géométriques et énergétique, et donc on aura une matière frustrée, c'est-à-dire que forcément, une des couches ne sera pas contente. Elle n'aura pas sa forme qui a été estimée. Il y a une deuxième frustration, et qui serait la frustration de l'architecte, parce que bon, le cylindre, c'est bien beau, mais c'est peut-être un peu réduit comme forme, et donc ça ne mène pas bien loin. Et pour aborder cela, on a développé un système
où on met une couche interne de matière qui, elle, va regrouper différents patchs d'orientation différentes, et la matière va en fait trouver énergétiquement une solution qui sera, elle, de forme complexe, et donc la forme sera ce genre de choses. Donc une fois qu'on a réussi à mettre en place ce genre de système, on passe au problème de l'échelle, parce qu'on voudrait être architectural. Donc on a passé à l'échelle architecturale avec ce projet qui a été présenté il y a exactement 2 ans à la Biennale de Londres, The Swirl. Et ça commence par une surface qu'on définit, une surface quelconque, qu'une fois analysée, en fait, on fait un genre de processus inverse où on dérive le plan 2D, ou la manière plate de produire la chose. Après, il y a tout un développement dans l'épaisseur, c'est-à-dire que quelles seront les couches qu'on va utiliser pour arriver à atteindre cette forme-là. Et après, on passe à la production. Donc, je vais peut-être speeder ça un peu. Voilà. Et donc, la fabrication, on va dire, est pour l'instant bien manuelle. Vous voyez ici les différents patchs qui sont assemblés sur la couche intermédiaire qui, elle, sera continue. Donc, on obtient en fait un pattern qui va rentrer dans le four. Pour le coup, ce n'est pas comme la céramique, c'est que c'est 120 degrés, c'est pas très long. Donc, il y a un grand four, on met ça dans le four, et une fois sortie du four, la matière, elle est déjà... elle est cured, je ne sais pas comment on dit ça en français, prête, on va dire. Il y a le processus chimique qui s'est produit, mais vous voyez, elle est encore plate, elle est quasiment plate à la sortie du four, ça refroidit très rapidement, et en fait, en quelques minutes seules, on a le panneau qui prend sa forme en échelle et en taille réelle, et il reste comme ça. D'ailleurs, on vient de le présenter maintenant dans une exposition pendant 4 mois, 2 ans après, ça reste pareil, et on est bien content du résultat. Quelques mots sur la céramique. Donc, contrairement aux matériaux composites qui sont tellement d'actualité et qui sont avancés, c'est peut-être la matière primordiale, la matière de base qu'on a depuis toujours. Alors ici, on a, vous voyez, 2 couleurs de céramique, 2 couleurs de matière qui nous disent en fait des contractions à coefficients différents. Et donc, c'est le secret de cette matière. On arrive à bien contrôler paramétriquement en fait tous les données différents de ces éléments-là pour générer des formes bien précises. Et après, avec ce langage qu'on a développé, on arrive à aborder des questions plus esthétiques, plutôt, comme on voit ici, la transparence, par exemple, et le contrôle partiel de la matière, avec le développement de catalogues morphologiques assez vastes pour générer encore toujours d'autres formes qui sont contrôlées et qui nous donnent la variabilité d'expression architecturale le jour venu. On pourra contrôler tout ça bien d'une grande échelle. Encore une avance, c'est l'impression en fait céramique. C'est encore une technique qu'on utilise pour générer cette prise de forme qui est à la fois une technique de fabrication mais aussi esthétique. Et évidemment, tout cela, comme on n'est pas artistes ou sculpteurs, on doit avoir les outils de visualisation et de simulation pour contrôler tout ça. Donc, on développe des outils numériques. On a vu le grasshopper, ici vous voyez une forme comme elle prend sa forme, une feuille de carbone. Donc on développe, vous avez vu l'interface de Grasshopper avant, ça sera pareil ici, à travers Grasshopper ou autre outil, on développe en fait la possibilité de prévoir ou de faire en 2D les orientations des fibres et faire des changements à notre guise et de simuler tout ça. Une petite note sur l'IA, on est en train de travailler avec des outils de machine learning pour pouvoir faire ce qu'on appelle le inverse problem. Le inverse problem, c'est-à-dire je donne une surface à l'ordinateur et je reçois donc le plan 2D des fibres qui va nous donner le résultat venu, désiré. Ce qu'on a fait avant intuitivement dans le Swirl, on l'a maintenant presque tout prêt avec les outils numériques de machine learning. Une note pour l'avenir, si je suis sur ma fin. Donc non seulement une prise de forme, tout cela c'est une exposition qu'on vient de clôture aujourd'hui à Jérusalem, Automorphia. Donc
on voudrait non seulement avoir une prise de forme de la matière, mais aussi on voudrait que cette matière soit adaptive. Excusez-moi, encore une fois. Soit adaptive, qui réagisse, comme on a dit avant, au changement de l'environnement, du contexte. Donc ici, cette fleur sauvage qui, pendant 4 mois, change sa forme perpétuellement parce qu'elle est éclairée par des lumières. C'est là où on développe notre avenir de la recherche et j'espère qu'on pourra voir ça sur un bâtiment dans 10 ans, peut-être. On est attiré et motivé par la passion de collaborer avec ces systèmes matériels, de les manipuler, de contrôler leur comportement en leur guidant vers notre résultat cible, la forme que nous souhaitons obtenir. Cette interaction avec la matière, qui ne force pas une forme arbitraire d'un côté et ne laisse pas le champ libre à un résultat aléatoire ou purement artistique de l'autre, c'est ce que je propose d'appeler l'intelligence matérielle. Une fois que nous établissons les outils de conception, de design, des simulations et de fabrication pour guider ce processus, nous progressons de l'agence matérielle vers l'intelligence matérielle. Nous disposons alors d'une nouvelle façon de traiter les matériaux, une perspective d'avenir applicable pour les designers et architectes, afin de façonner leur environnement de manière plus durable et intelligente. La voie de l'intelligence matérielle. Je vous remercie. Bravo.